Rapidement, pour celles qui ne me connaissent pas, en fait, moi, je n'ai pas grand-chose d'intéressant à dire, si ce n'est que je suis surtout à la base un hyper émotif. C'est pourquoi j'ai accepté ce sujet, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, comme on dit, et que c'est un sujet en fait, sur lequel je travaille entre guillemets depuis peut-être 40 ou 50 ans. J'ai toujours été hyper émotif, ça veut dire que j'ai la chance ou la malchance d'avoir des émotions fortes, et du coup, ça m'a obligé en fait à les regarder, à les travailler, à les transformer, parce que évidemment, quand c'est trop fort, ça devient très vite un enfer. Je me rappelle en particulier quand j'étais adolescent, un jour j'ai fait une crise de colère et je ne, comment dire, j'étais pris par la colère et je ne pouvais plus m'arrêter. Et je sentais que ça montait, ça montait, ça montait. Je me suis dit, mais j'ai eu peur en fait. Je me suis fait peur à moi-même et ça m'a probablement décidé de commencer à vraiment à travailler sur les émotions, parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui me dépassait, qui était comme un torrent, et je ne pouvais pas vivre avec ça. Donc ça a été une des sources et une des pistes de mon travail. Par ailleurs, à l'époque, quand j'étais enfant, j'étais plutôt timide, ascendant, coincé, et j'avais peur de tout en fait et de n'importe quoi. Et ça aussi, c'est devenu vite insupportable quand j'ai commencé à grandir. Donc j'ai eu envie de me libérer en fait du carcan de la peur, et j'ai travaillé beaucoup là-dessus d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai toujours des peurs, bien sûr, mais en tout cas, la peur, c'est plus vraiment un problème pour moi. Voilà. Donc, et petit à petit, comme ça, émotion après émotion, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. Et très vite, je me suis aperçu qu'il y avait évidemment des points communs entre toutes les émotions. Donc, c'est là-dessus que je vais vous parler, en fait, pas de telle ou de telle émotion, même si on pourra après toujours aller dans le détail, mais surtout, en fait, sur le tronc commun de toutes ces émotions qui ont quelque part un fonctionnement identique à la base. Alors, comment dire, les questions en fait, auxquelles je vais essayer d'apporter des réponses en toute modestie, puisqu'on on a qu'une heure en fait, pour répondre à ces questions-là. La première, évidemment, c'est de définir en fait en quoi consistent les émotions, parce que ça, c'est la base de tout. Si on ne sait pas de quoi on parle, on ne peut rien dire d'intéressant, ou en tout cas, on peut dire que des choses floues et confuses. La vraie question, en fait, pour moi, c'est comment les émotions arrivent-elles? Comment, en fait, on est traversé, transporté justement par ces émotions. Et c'est ça, en fait, qui va nous permettre de répondre à la troisième et dernière question qui vous attire probablement ici, à savoir comment on peut gérer justement ces émotions. Mais pour ça, il faut bien sûr d'abord répondre à la deuxième. Alors, je vais commencer donc par le commencement. Le commencement, c'est qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Alors, l'idée, c'est que, évidemment, il y a plein de façons de définir l'émotion. Pour moi, en fait, une émotion, c'est d'abord une énergie très particulière, puisque ce n'est pas une énergie physique, comme par exemple, je sais pas, l'énergie électrique, mais en même temps, c'est quelque chose de tout à fait comparable, c'est-à-dire que c'est de l'énergie invisible, psychique, une énergie intérieure, interne, si vous voulez, qui circule à l'intérieur de nous et qui produit un mouvement et un changement. Et ça, c'est évidemment très, très important. On va voir pourquoi par la suite. En même temps, une émotion, si on veut vraiment mettre le zoom sur ce que c'est vraiment, ce n'est pas seulement une énergie, c'est une décharge d'énergie. Les émotions, elles ont ce côté très particulier qui les différencie d'autres formes d'énergie psychique. Elles sont extrêmement, comment dire, violentes d'une certaine façon, et en tout cas, elles sont abruptes et quelque part inattendues. Elles ont un côté comme ça, un peu, j'ai envie de dire, presque déstabilisant. Donc ça, c'est le deuxième point. La troisième chose, c'est qu'une émotion, c'est une réaction interne. C'est-à-dire que, en fait, quand on ressent une émotion, quelle qu'elle soit, la peur, la colère, la tristesse, la joie, etc., la culpabilité, le stress, ça provoque une réaction interne, intense, complète, qui va avoir en fait pour cause un changement externe. Alors un changement, ça peut être un changement, ça peut être un événement, ça peut être une pensée, ça peut être une autre émotion. En tout cas, quelque chose qui s'est passé d'objectif, de réel, qui va produire, en fait, qui va déclencher cette émotion interne. Et là où ça devient intéressant, c'est que cette émotion interne, elle prépare elle-même une autre réaction externe. Autrement dit, l'émotion, c'est un lien entre deux, on pourrait dire, réactions, deux changements, un changement qui vient de l'extérieur et un changement qui part de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. Donc, c'est un peu abstrait tout ça, mais vous allez comprendre très vite comment ça fonctionne. De toute façon, on vit tous des émotions dès l'instant où on est, donc
On a tous cette expérience-là. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est de bien comprendre que les émotions, ce sont comme des changements de vitesse qui nous aident ou nous obligent à nous adapter. Et la particularité, encore une fois, des émotions, c'est qu'elles nous obligent à le faire instantanément. C'est-à-dire que quand on a peur, par exemple, si on ressent de la peur d'un seul coup, on n'a pas le temps de réfléchir et on ne peut pas dire attends, bouge pas, je mets mon veto, je reviens tout de suite. Est-ce que tu peux me renvoyer la peur dans 15 secondes? Non, non, c'est immédiat et ça nous prend, en fait. C'est quelque chose qui s'impose à nous. Donc ça, c'est très important. Et il ne faut jamais oublier que la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est de pouvoir nous adapter plus rapidement. Je pense à la peur, par exemple. Tout le monde comprend la finalité de la peur, c'est de nous protéger en vue d'un danger réel ou imaginaire. Ça, c'est évidemment un grand débat. Mais en tout cas, le but, c'est que, j'ai envie de dire, la vie ne nous laisse pas l'occasion de nous défiler. Elle nous oblige à réagir immédiatement et, espérons-le, positivement. Voilà. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais l'essentiel, c'est déjà de réagir tout de suite. Parce que si on ne réagit pas par rapport à un danger, on risque tout simplement de mourir ou d'être blessé, ou etc., etc. Donc ça, c'est très important. Et puis, on pourrait dire pour terminer que l'émotion, en fait, est d'une certaine façon à la fois un régulateur, c'est un peu comme un régulateur, pas de vitesse, mais plutôt comme un changement de vitesse, et c'est un régulateur de ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est un mot barbare pour dire quelque chose de tout simple, c'est l'équilibre interne, naturel, vivant. Ça veut dire que tous les êtres vivants vivent dans un équilibre relatif, complexe. Nous, évidemment, en tant qu'être humain, on est encore plus complexe. Et cet équilibre, il est à la fois chimique, émotionnel, intellectuel, etc., affectif. Et donc, l'émotion, ça sert à réguler, à retrouver, à recouvrer cet équilibre initial dont on a besoin pour fonctionner de façon optimale. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail des caractéristiques émotionnelles. Et il y en a une que j'ai déjà évoquée, mais qui est très importante, c'est le fait que par rapport au temps, la courbe en fait de l'émotion, elle est dissymétrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ça monte rapidement en termes de mise sous tension, quelle que soit l'émotion, encore une fois, et l'énergie, elle redescend relativement lentement. Par exemple, si vous avez, je sais pas, vous avez été réveillé par le réveil de votre téléphone, eh ben, vous allez passer de endormi à réveillé en une demi-seconde. Par contre, votre cœur qui bat très vite, en fait, il va mettre un certain temps à retrouver son rythme initial parce que la redescente est beaucoup plus lente que la montée. Et c'est vrai pour la colère, c'est vrai pour la tristesse, c'est vrai pour toutes les émotions, même si, évidemment, il y a des particularités en fonction de chaque émotion. Donc, quelque chose que j'ai dit aussi, mais je voudrais insister là-dessus, sur le fait que l'émotion, par définition, est toujours déstabilisante, même la joie. J'ai appris, par exemple, que quelqu'un était mort de joie. Je ne sais pas si vous aviez entendu ça. Je crois que c'est une femme australienne qui a eu une très bonne nouvelle et elle a eu un accès de joie qui était tellement fort que ça a fait péter son cœur. Donc, elle est morte. Voilà, pour dire à quel point les émotions ont un côté, entre guillemets, dangereux ou en tout cas, encore une fois, déstabilisant. Évidemment, c'était un exemple rarissime, exceptionnel. Ça n'arrive pas à tout le monde, et tant mieux, mais c'est pour dire que ça peut arriver. Autre chose qui est très intéressant, c'est que la plupart des émotions sont désagréables ou en tout cas sont vécues de façon désagréable du fait qu'elles sont déstabilisantes. Alors, en réalité, ce n'est pas aussi vrai que ça, mais c'est une perception. C'est-à-dire que quand on parle des émotions, souvent on parle des émotions négatives. C'est un peu comme le stress finalement. Le stress en soi n'est ni positif ni négatif, mais dans la façon de parler moderne, quand on parle de stress, en fait, c'est quasiment toujours le stress négatif. Le stress positif n'est plus vécu, perçu comme un stress. Et du coup, c'est un peu la même chose pour les émotions. La joie, par exemple, c'est pas vraiment, on n'en parle pas. À la limite, quand on est joyeux, c'est presque normal. C'est presque un dû. Et d'ailleurs, j'ai remarqué une chose, c'est qu'on n'utilise quasiment plus le terme de joie. On dit presque jamais « Ah bah tiens, tu es joyeuse aujourd'hui ». Non, on utilise d'autres mots comme le bonheur ou le plaisir ou d'autres expressions périphériques. Donc ça, c'est tout à fait intéressant aussi. Alors, peut-être vous connaissez Darwin, le père de l'évolution. Vous savez peut-être que Darwin il s'est intéressé aux émotions, en fait, entre autres, parce qu'il s'est intéressé à beaucoup de choses. Et il a découvert trois caractéristiques majeures des émotions. La première, c'est que les émotions sont innées. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas vraiment besoin de les apprendre, même si on verra qu'il y a peut-être un apprentissage
d'une certaine façon, qui est liée comment dire, aux mots qu'on utilise pour nommer les émotions, mais l'émotion en elle-même, elle est innée. C'est comme si en fait on avait des cases dans notre cerveau qui étaient presque là, prédéterminées, qui étaient endormies et qu'il suffisait de réveiller. La deuxième caractéristique qui est encore plus intéressante, ça il a découvert en voyageant, parce que vous savez que Darwin a beaucoup voyagé, un peu partout, c'est que les émotions sont universelles. Ça veut dire qu'on a tous les mêmes émotions, à 99%. Et la dernière caractéristique intéressante qu'il a découverte, c'est qu'elles sont toutes expressives. C'est-à-dire qu'une émotion, emotion, ça veut dire mise en mouvement, mise sous tension, l'émotion, elle tend naturellement à s'extérioriser et à s'exprimer. Et il a fait aussi une découverte intéressante, c'est qu'avec quelques nuances culturelles, elles s'expriment quasiment toutes de la même manière, avec des filtres culturels, puisqu'on sait par exemple qu'en Asie, dans certains pays, par exemple, certaines émotions sont freinées, inhibées, retardées. Par exemple, je sais qu'au Japon, ça ne se fait pas d'exprimer la tristesse en public. Mais ça ne veut pas dire que les Japonais ne ressentent pas la tristesse et que quand ils la ressentent, ils l'expriment comme nous, en pleurant, avec les yeux mouillés, etc. etc. Donc voilà, ça c'est très important pour bien comprendre tout ça. Alors, pour définir quelque chose, souvent, on a besoin de les comparer avec d'autres éléments de même nature, disons, un peu parce que tout simplement notre cerveau compare et c'est dans la comparaison, la distinction qu'on peut mieux comprendre la nature des choses. Et moi, j'aime bien faire ça aussi. Donc, on va comparer l'émotion avec ses deux frères ou sœurs, à savoir les sensations et les idées ou les pensées. Parce que ce sont trois énergies internes, psychiques, différentes et cohérentes et comparables. Donc, leur siège, évidemment, est différent. Les sensations commencent et s'inscrivent dans le corps physique, les émotions dans le cœur, en tout cas dans le cœur symbolique, et les pensées, bien entendu, vous le savez, dans la tête. Donc, ça correspond à une trilogie qu'on connaît bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est le pouvoir qu'on a de déclencher des sensations, des émotions ou des pensées chez les autres, et éventuellement chez soi-même. En discutant avec d'autres spécialistes, je suis arrivé à cette espèce de comparaison chiffrée, qui n'est pas une vérité scientifique, il n'y a pas encore eu d'études là-dessus, peut-être un jour il y en aura, c'est que c'est relativement facile de générer une sensation de plaisir ou de douleur chez quelqu'un. Donc là, je dirais, le pouvoir, il est 100%, même si en vérité, c'est jamais 100%, mais c'est pour avoir un ordre de grandeur. Au niveau des émotions, c'est complètement différent. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, des fois, vous n'y arrivez pas. Vous pensez faire plaisir à quelqu'un en annonçant une bonne nouvelle, et manque de bol, ça ne fonctionne pas. On offre des fleurs, et puis la personne attendait du chocolat, et hop, terminé. Et l'inverse, des fois, on voudrait peut-être blesser quelqu'un, et on n'y arrive pas non plus. Ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'émotion, vous voyez, il y a peut-être un filtre supplémentaire qui n'existe pas au niveau des sensations. Et pour terminer, évidemment, les pensées, c'est encore plus difficile. Essayer de mettre une pensée dans la tête de quelqu'un, essayer de changer la pensée de quelqu'un, eh ben, je crois qu'il faut se lever de bonne heure pour y arriver. Voilà. Donc ça permet aussi de bien comprendre, de bien comparer la nature de ces trois énergies. Alors là où c'est intéressant, c'est dans la durée, bien sûr. La durée, en fait, la durée d'une sensation, elle est globalement très courte. Ça veut dire que si j'appuie sur un endroit de votre corps, ou si vous le faites vous-même, vous avez la sensation aussi longtemps qu'on appuie. Dès que vous soulevez le doigt, c'est fini. Alors évidemment, pour la douleur, c'est un peu différent. Il y a une douleur résiduelle. Et le plaisir aussi peut générer une sensation de bien-être qui peut durer un certain temps. Mais globalement, c'est court. Là où ça devient intéressant, c'est que justement, l'émotion, elle dure un peu plus longtemps. C'est court aussi, mais c'est plus long qu'une sensation corporelle. Parce que ça s'inscrit dans une espèce de durée interne. C'est comme si, en fait, si je vous annonce une bonne nouvelle, quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être ça va vous faire plaisir toute la journée, ou peut-être même toute la semaine, plus ou moins selon la personne et l'information. Et puis, les pensées, c'est l'inverse. Les pensées, c'est très long. C'est-à-dire que peut-être la pensée, elle va mettre du temps à rentrer dans votre esprit, mais une fois qu'elle y sera installée, elle peut rester des années, voire toute une vie. Donc ça permet aussi de bien comparer les trois types d'énergie et de bien situer en fait le niveau de l'émotion par rapport à ça. Et enfin, si je devais représenter ces trois énergies par des flèches, puisque ce sont des forces, des énergies, je les représenterais comme ça. La sensation avec un impact fort, mais qui ne dure pas. À l'opposé, la pensée, quelque chose de beaucoup plus fin, mais qui dure. Et l'émotion, finalement, c'est un peu entre les deux. Et ça permet déjà de bien comprendre comment on va pouvoir peut-être mieux appréhender et comment on vit nos émotions. Alors, une autre distinction que je trouve très intéressante, c'est la distinction entre l'émotion et le sentiment. Parce que souvent, on confond les deux.
Et évidemment, ça n'a rien à voir. C'est des choses comparables, mais différentes fondamentalement. Donc, on a vu déjà qu'au niveau de la durée, l'émotion, c'est court ou moyen. Le sentiment, lui, par contre, il a une durée longue. Il a une durée beaucoup plus longue que l'émotion. Et on verra pourquoi à la fin, à la fin de ce slide. Ce qui est intéressant, c'est la courbe de l'émotion et du sentiment comparé. Donc là, bien sûr, je vais enfoncer les portes ouvertes, puisque tout ce que je dis, vous le savez et vous le vivez au fond de vous. Simplement, moi, je mets des mots et des dessins sur les choses. Donc, l'émotion, je l'ai dit au départ, ça monte très vite et ça redescend plus ou moins lentement. Le sentiment, c'est complètement différent. Ça monte lentement. C'est-à-dire que quand on se met à aimer ou à détester quelqu'un, eh ben, ça va prendre un certain temps. Il y a une certaine inertie, en fait. C'est une courbe complètement différente. Et ça explique justement la complémentarité de ces deux formes d'énergie psychique. Puisque finalement, si on réfléchit bien, tous les animaux ressentent des émotions, mais par contre, tous les animaux ne ressentent pas des sentiments. Ce sont uniquement les mammifères qui ont ce privilège. Et évidemment, il y a une explication à ça. L'explication, c'est la finalité des sentiments et des émotions. La finalité des émotions, eh ben, c'est quoi? C'est de nous adapter. Et la finalité, en fait, des sentiments, là, je vous montre simplement le nombre d'émotions de base, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est l'effet produit et la finalité. Donc, une émotion, par définition, ça nous déstabilise, c'est-à-dire ça nous réveille, ça nous oblige à bouger, à changer, alors que le sentiment, au contraire, va avoir un effet stabilisant. Il va avoir un effet qui va lisser en fait nos comportements, nos attitudes, même nos pensées. Et puis, au niveau de la finalité, je l'ai déjà dit, l'émotion va nous obliger à nous adapter immédiatement, en tout cas rapidement, alors que le sentiment va avoir pour effet de nous attacher aux gens, aux lieux, éventuellement aux objets, à tout ce qui nous entoure. Simplement, ça prend du temps, on s'attache avec du temps et on se détache peut-être parfois difficilement aussi. Voilà. Donc ça permet de bien situer en fait la nature de l'émotion. Alors, j'ai évoqué au tout début la diversité des émotions, parce que c'est vrai que des émotions, en fait, il y en a énormément, on ne sait même pas combien il y en a en fait, mais ce qui est certain, c'est que pour prendre une image, pour bien comparer en fait les émotions, la meilleure image que j'ai trouvée, c'est tout simplement les couleurs. On a tous en fait un appareil photo ou une imprimante, et on sait tous aujourd'hui qu'avec 3 couleurs de base, que ce soit par addition ou par soustraction selon le système, photo ou imprimante, on va en fait en mélangeant ces 3 couleurs de base, on peut recréer toutes les nuances colorées du spectre. Et ben c'est exactement la même chose pour les émotions, sauf que la question c'est de savoir combien il y a d'émotions de base. Est-ce qu'il y en a 3, est-ce qu'il y en a 4, est-ce qu'il y en a 6? Là, il y a des grands débats d'experts. Moi, je ne vais pas trancher là-dessus, je ne suis pas un expert, c'est pas, voilà, mais je vous donnerai le résultat de ce que j'ai compris et trouvé. Mais ce qui est certain, c'est que la plupart des émotions se mélangent. C'est-à-dire qu'il est rare d'ailleurs qu'on ait tout le temps des émotions pures. Ça peut arriver, mais chez les enfants, par exemple, les émotions, elles sont mélangées et elles se transforment et elles changent. Et elles sont flottantes parfois. Donc, il y a des dizaines d'émotions. Et si vous voulez la vraie réponse à la question combien y en a-t-il, eh ben, on a une réponse, mais elle ne va pas vous plaire. En tout cas, elle risque de vous surprendre. Parce que la vraie réponse, c'est qu'il y a autant d'émotions qu'il y a de mots pour les désigner ou les distinguer. Voilà, c'est aussi simple que ça. De la même façon que j'ai appris, je parle sous réserve parce que je n'ai pas pu vérifier cette information, mais on m'avait dit que, par exemple, les Russes n'avaient pas la couleur verte, tout simplement parce que le mot vert n'existe pas en russe. Donc pour eux, le vert, c'est une modalité du bleu. Ça ne veut pas dire que l'objet n'existe pas. Bien sûr, le gazon, il est vert en Russie comme n'importe où ailleurs, sauf que la façon de le désigner, de le séparer des autres choses, des autres couleurs, n'est pas perçue de la même manière. Et ben, c'est vrai pour les émotions. J'ai appris qu'il y avait un peuple qui n'avait pas une émotion universelle, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le mot pour le désigner. Et puis c'est tout. Alors, si ça vous intéresse, il y a des gens qui ont réfléchi sur ce qu'on appelle la roue des émotions, c'est-à-dire qui ont essayé de les agencer, de les regrouper par famille, en fonction du type d'émotion. Elles sont positives ou négatives, quel est leur effet, quelle est leur application, etc. Donc, bon, on ne va pas rentrer là parce qu'on n'a pas le temps ce soir, mais sachez que ça existe, vous pouvez aussi retrouver ça partout. Hein. Il y a ça circule sur Internet, il y a des gens qui ont travaillé vraiment là-dessus, et ça permet en fait de situer ces émotions. Et ça, c'est très important, de pouvoir les nommer et de pouvoir les situer.
C'est déjà un début presque de solution. Donc, je vais prendre juste un exemple que je connais bien, parce que j'interviens beaucoup sur le stress aujourd'hui. Et on me demande souvent, le stress, c'est quoi alors? Le stress, c'est comme toutes les émotions composites, en fait, un mélange de 4 émotions de base. Les émotions de base, vous les connaissez, c'est la peur, dont j'ai parlé, la colère, son opposé, parce que les émotions sont opposées 2 à 2, et puis aussi la tristesse, bien entendu, et la joie. Le stress, c'est un composite, en fait, c'est une émotion composée ou un état émotionnel composé de ces 4 émotions de base, dans des proportions variables, évidemment. Ce n'est pas à égalité. Moi, j'aurais tendance à dire 40% de peur, 30% de colère, peut-être 20% de tristesse et 10% d'excitation. Mais encore une fois, ce n'est pas une vérité scientifique, c'est plutôt un ordre de grandeur qui peut varier d'ailleurs, puisqu'on a vu qu'il y avait des stress positifs et des stress négatifs. Donc, ce n'est pas forcément la même composition à chaque fois non plus. Alors, maintenant, on peut aborder la question qui fâche, c'est-à-dire comment arrivent les émotions. Parce que c'est ça le nerf de la guerre, et c'est ça comment dire, le moyen de reprendre un peu de contrôle et de pouvoir sur quelque chose qui s'impose à nous, puisque les émotions, encore une fois, nous ne les décidons pas, nous ne les choisissons pas, elles s'imposent à nous. Les émotions sont des réactions. Alors, en général, tout part d'un événement. J'en ai un peu parlé au début. L'événement peut être extérieur, la plupart du temps, mais il peut être intérieur. Ça peut être une autre émotion et ça peut être une pensée. Je pense à quelque chose ou à quelqu'un et ça va déclencher une émotion. À partir de ça, c'est là où ça devient intéressant. L'événement, comme tout événement, qu'il vienne de l'extérieur à travers nos sens, donc nos sensations, ou à travers notre cœur, nos émotions, ou notre intellect, nos pensées, tout ça va être filtré, interprété par notre système nerveux et à ce moment-là, le cerveau va produire l'émotion adaptée selon lui, selon l'expérience, selon notre histoire, à l'événement qui s'est présenté à nous. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a derrière ou après l'émotion, puisque l'émotion, ce n'est pas une fin, c'est un intermédiaire entre quelque chose d'extérieur et quelque chose d'extérieur en passant par l'intérieur. Donc, l'émotion va susciter une réaction, et cette réaction, elle peut avoir 2 grandes sortantes, une réaction physique concrète, c'est-à-dire j'agis, ou une réaction émotionnelle relationnelle, c'est-à-dire je vais communiquer avec quelqu'un ou avec éventuellement quelque chose, puisqu'aujourd'hui, on peut communiquer avec des machines. Et après, bien entendu, eh bien, cette action va produire un résultat, cette communication aussi, et ensuite, le résultat, il va être, lui aussi, il va redevenir un nouvel événement qui va être interprété à son tour, et ça va peut-être redéclencher des émotions. Et c'est comme ça que les émotions peuvent augmenter d'ailleurs de degré en degré et devenir de plus en plus fortes. C'est-à-dire, ça fait une espèce de boucle. Alors, évidemment, on peut se demander comment les émotions s'expriment, comment elles s'extériorisent. Parce qu'on a vu qu'elles avaient cette tendance, évidemment, à sortir, à se manifester d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est clair que les émotions utilisent tous les moyens à leur disposition pour s'exprimer. C'est de l'énergie, c'est du mouvement, ça ne peut pas rester sur place, ça doit sortir d'une manière ou d'une autre, donc ça va utiliser tous les langages possibles, verbaux et non verbaux. Donc, les mots, c'est le langage verbal, hein, c'est celui qu'on utilise le plus aujourd'hui quand on est adulte, au travail, etc. Mais évidemment, on ne peut pas toujours utiliser les mots. Et de toute façon, même en utilisant les mots, on utilise en parallèle d'autres langages, à savoir les mimiques, c'est-à-dire les mouvements du visage, qui sont probablement le premier langage des émotions. Mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, les attitudes corporelles vont aussi extérioriser, manifester nos émotions ou nos états émotionnels. Et puis, bien sûr, les gestes des mains en général, mais les gestes des bras, les gestes des pieds, etc., qui vont manifester directement ou indirectement, en général assez rapidement quand même, les émotions qui nous parcourent et qui nous traversent. Et puis, bien sûr, vous le savez très bien, notre voix est un transmetteur, un vecteur d'émotions. Quand on est stressé, par exemple, on sait que la voix a tendance à monter dans les aigus. Voilà, c'est quelque chose qui est connu. Et quand on est agressif, en général, la voix elle change, elle devient, etc. Elle prend une connotation agressive. Et d'ailleurs, j'ai découvert, en travaillant sur l'agressivité, que 90% de l'agressivité était perçue par la voix et 10% seulement par les mots, en tout cas au téléphone. Après, il y a les odeurs, parce que des fois, les odeurs transmettent aussi étrangement nos émotions.
Et puis, il y a aussi, et surtout, j'ai envie de dire, les actes, puisqu'on a vu que l'émotion va se manifester à travers des actes ou des actions. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement ce qu'on fait, c'est la façon de le faire, c'est-à-dire la façon d'agir, de travailler, de bouger, etc. Et puis enfin, on pourrait rajouter la gestion du temps et éventuellement la gestion de l'espace. Et puis tous les autres langages, il y en a énormément. Moi, j'en ai recensé à peu près 23. Certains ne vont pas avoir d'impact direct sur les émotions, mais beaucoup de langages non verbaux peuvent se prêter de canal en fait aux émotions. D'autant plus que le canal de base est perturbé, bouché, contrarié ou interdit. Alors, c'est ça qu'on va regarder maintenant, c'est-à-dire que nous, en fait, on a une société un peu particulière, la société occidentale moderne, qui domine le monde aujourd'hui, à tort ou à raison, mais c'est comme ça. Et notre culture, elle a quand même une tendance un petit peu à, sinon à nier, en tout cas à dévaloriser, à sous-estimer les émotions. On les aime pas trop, on ne sait pas trop quoi bien faire, c'est pas bien vu, enfin voilà. Donc, je me suis amusé à chercher toutes les composantes en fait de cette culture, les composantes, on pourrait dire anti-émotion, et j'en ai trouvé 5. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, si vous en avez identifié d'autres, ça m'intéresse de les noter. Mais en tout cas, c'est certain que ces 5 composantes jouent un rôle pour nous empêcher, en tout cas nous freiner dans notre gestion des émotions. Donc la première, évidemment, c'est le sexe. Nous, les hommes, en fait, on est, on est censé ne pas avoir d'émotions. Le modèle masculin, qui heureusement diminue un peu, mais qui existe encore, c'est qu'un homme, par exemple, ça ne pleure pas. Moi, j'ai entendu ça quand j'étais petit. Il ne fallait pas pleurer comme une fille. C'était dévalorisant, c'était infamant, c'était interdit. Donc, évidemment, c'est un exemple, mais malheureusement, il existe encore, pas seulement en France, et il existe encore un peu partout. Et évidemment, il est plus fort quand on arrive, quand on est adulte. Parce qu'un adulte, ça doit théoriquement contrôler, voire ne pas ressentir d'émotion. Donc, plus on est adulte, évidemment, plus on va avoir tendance à intérioriser ce modèle-là et à s'identifier à Monsieur Spock de Star Trek, vous savez, l'ordinateur sur pattes, là, le Vénusien, je ne sais pas quoi, qui ne ressent jamais rien et qui passe son temps en fait à analyser froidement les événements. Voilà, ça c'est, j'ai envie de dire, un peu l'idéal d'une certaine frange de la population, peut-être masculine. Après, évidemment, il y a la composante professionnelle, parce qu'au travail, on n'est pas censé avoir des émotions. Ça, c'est quand même surréaliste. Si j'ai le temps d'en parler, de revenir là-dessus, je vous donnerai mon avis. Moi, je trouve ça surréaliste parce qu'en même temps, on n'arrête pas de nous parler de motivation, de cohésion, de management aussi. Et tout ça, si on enlève les émotions, ça fonctionne comment? À mon avis, c'est complètement surréaliste. Même l'achat, les entreprises, elles fonctionnent grâce à la vente. Qu'est-ce qui nous donne envie d'acheter un produit si ce n'est une émotion? On n'achète pas un produit parce qu'on est convaincu rationnellement par A plus B que c'est le produit qui nous convient. Non, c'est parce qu'on a envie de l'acheter, ou pas d'ailleurs. Sinon, pourquoi il y a des publicités? Et pourquoi les publicités racontent des histoires avec des émotions fortes? Alors, évidemment, la composante rationnelle, on remet une grande couche là-dessus. Et la rationalité, bien sûr, c'est un peu l'ennemi de l'émotion, puisqu'on a vu que c'était deux énergies différentes, divergentes éventuellement, qui ne cohabitent pas et qui ne se comprennent pas forcément. Donc, plus on est rationnel, plus on a tendance à cacher, nier ou mettre de côté ses émotions. Et puis, il y a une dernière composante que j'ai rajoutée, c'est la composante française, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais nous, les Français, on est champions du monde de la non-expression des émotions. Alors, ce n'est pas vrai à 100%, heureusement, parce qu'on a un côté latin et méditerranéen, mais quand j'ai voyagé dans les pays de l'Est, par exemple, j'ai entendu ça presque partout. On avait cette réputation-là, et au début, je ne comprenais pas, et c'est en revenant, en voyageant, en rencontrant des gens de différents pays, que je me suis aperçu que c'était vrai. Et en faisant des recherches, notamment sur le scientisme pour mon dernier livre, j'ai découvert que le scientisme, c'est-à-dire la science comme religion, c'est une création française. Descartes est un Français, Ernest Renan, qui a théorisé le scientisme, est un Français, Auguste Comte, qui en a fait la religion moderne, est un Français, donc on a développé ça. Et le front rationnel, c'est quand même quelque chose qui est très fort en France. Tous les gens qui sont intéressés par tout ce qui est justement invisible, etc., en savent quelque chose. Alors, un lien avec la communication non verbale pour expliquer un petit peu comment les choses se produisent. Un tout petit peu, parce que évidemment, on peut pas, c'est pas un topo sur la communication non verbale, mais il y a quand même un lien très fort entre les émotions et la communication non verbale. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, si on compare les trois
grand langage qu'on utilise, j'ai envie de dire, de façon consciente et volontaire, à savoir les mots, la voix et le corps. Le corps, ça regroupe les gestes, les attitudes, les mimiques. On a en fait un paradoxe, c'est-à-dire que plus on contrôle et plus on est conscient, et moins ça a d'importance et d'impact. Donc là, vous avez les pourcentages qu'Albert Mehrabian a donnés, que je n'ai pas le temps de développer. Mais ce qui est certain, c'est que plus c'est conscient, plus on contrôle, moins ça a d'importance et d'impact. Donc, imaginons qu'on ait une émotion forte. Cette émotion, peut-être on peut l'exprimer avec des mots, mais parfois non, parce que ce n'est pas le moment, parce que ce n'est pas le contexte, parce qu'on a peur, parce que si, parce que ça. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On va zapper sur les mots, sauf que vous le savez très bien, l'émotion n'a pas disparu. Donc, du coup, l'émotion, elle va passer par un autre canal. Elle va passer à travers la voix. Et c'est là où on va avoir une voix un peu étranglée. Et si j'arrive à contrôler ma voix, parce qu'on peut quand même contrôler sa voix un peu plus que son corps, et bien dans ce cas-là, devinez quoi? C'est le principe des vases communicants, ça va passer par le corps, c'est-à-dire les gestes, les mains en particulier, mais aussi les attitudes, etc., les mouvements du corps et tout ça. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait, c'est le système des vases communicants. Mais de toute façon, l'émotion va chercher une porte de sortie. Ça, c'est inévitable. Comme dit le proverbe, ce que vous êtes parle plus fort que ce que vous dites. Et on ne peut pas cacher fondamentalement, profondément, qui on est et ce qu'on ressent. Voilà. Et en général, d'ailleurs, les autres sont plus conscients que nous de nos propres émotions. C'est ça qui est incroyable également. Alors, maintenant, on peut attaquer la falaise, c'est-à-dire comment gérer les émotions. Comment faire pour gérer les émotions qui sont parfois si compliquées à gérer. Donc, il y a un type génial qui s'appelle Daniel Goleman, que vous avez certainement lu à travers ses livres, parce que c'est lui qui a popularisé cette notion d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est en fait la synthèse, enfin c'est son livre best-seller, c'est la synthèse de toutes les études qui avaient été faites auparavant, qu'il a eu la bonne intelligence de synthétiser dans une thèse, dans un livre et dans un concept d'intelligence émotionnelle, parce qu'avant lui, l'intelligence était, cantonnée à l'intelligence purement intellectuelle. Et heureusement, il a fallu quelqu'un comme lui pour nous dire non, non, l'intelligence, c'est beaucoup plus que ça. Voilà. Après lui, il y a eu d'autres personnes, d'autres chercheurs qui ont, par exemple, comme Howard Gardner, qui a expliqué qu'il y avait non pas 2 ou 3 ou 4, mais peut-être 8 ou 9 ou 10 formes d'intelligence différentes. C'est ce qu'on appelle les intelligences multiples. Aujourd'hui, on va se cantonner à l'intelligence émotionnelle de Goleman, l'IE, et pour lui, en fait, ça correspond tout simplement à 4 choses à faire, 4 activités, 4 actions, 4 directions, 4 domaines, on pourrait dire, à observer, à transformer, à travailler. La première chose, évidemment, pour lui, c'est la base, c'est de percevoir vos émotions. Parce que si vous ne les percevez pas, évidemment, vous ne pouvez pas les gérer. Donc, ça paraît évident et trivial, mais des fois, nous n'avons pas forcément toujours conscience des émotions que nous ressentons. Et donc, première chose à faire, identifier les émotions ressenties. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, on peut les gérer, c'est-à-dire les transformer, et on verra comment. Et ensuite, en tout cas, c'est ce qu'il propose, c'est d'être à l'écoute des émotions des autres. Alors, il n'y a pas d'ordre, on peut très bien commencer par les autres et finir par soi, de toute façon, tout est lié, on le verra, mais ce qui est intéressant, c'est que avant de gérer, il faut d'abord percevoir. Donc, quand quelqu'un a une émotion en face de soi, la question c'est quelle est l'émotion ou les émotions que votre interlocuteur ressent à ce moment-là. Et ensuite, vous pouvez les gérer. Qu'est-ce que ça veut dire gérer les émotions? Ça veut dire tout simplement les influencer positivement. Les influencer positivement. Et donc, il y a évidemment beaucoup de débats, de discussions sur cette question-là. Goleman avait l'air de dire, en fait, à un moment donné, que finalement, c'était peut-être l'affaire d'une vie, d'apprendre à gérer ses propres émotions et celles des autres, parce que d'une part, des émotions, on en ressent tout le temps. Dès qu'on est vivant, on ressent des émotions, peut-être voilà, plus ou moins selon notre personnalité et la vie qu'on a. Mais en tout cas, c'est comme une espèce d'art de vivre. C'est un peu comme un art d'être avec les émotions, de vivre avec, de faire avec. Et évidemment, c'est jamais terminé. Voilà, il n'y a pas de diplôme qui dit voilà, tu as un master en gestion des émotions, maintenant tu es tranquille, tu es fini, tu n'as plus de travail à faire, tu peux aller dans la nature. Non, ça ne marche pas comme ça.
Alors, j'ai volontairement pas encore parlé des deux sources d'émotions, parce que souvent on me pose la question par rapport à ça, c'est justement, est-ce qu'il faut commencer par les siennes ou est-ce qu'il faut commencer par celles de ses interlocuteurs? Par exemple, si vous avez des enfants, est-ce qu'il vaut mieux commencer par apprendre à gérer les émotions des enfants ou les vôtres? Moi, honnêtement, j'ai plus d'avis là-dessus. Au début, je pensais qu'il valait mieux commencer par les siennes. Après, à un moment donné, je me suis dit non, c'est plus facile de gérer les émotions des autres. Et aujourd'hui, je pense qu'en fait, ça dépend des cas et des personnes. Mais ce qui est certain, de toute façon, c'est que les deux sont liés et les deux types d'émotions vont se renforcer. Tout simplement parce que, vous le savez, les émotions sont contagieuses. Ça veut dire que si vous passez une demi-heure avec quelqu'un qui est joyeux, qui rit, qui sourit, eh ben, on peut imaginer qu'à un moment donné, même si vous faites la gueule, même si vous êtes fatigué ou malade, à un moment donné, vous allez vous mettre à sourire. C'est inévitable. On a les neurones miroirs qui nous servent en fait à reproduire en fait les émotions qu'on capte chez les autres. Et ça joue dans les deux sens. Et ça joue aussi bien en positif qu'en négatif. Donc les émotions sont contagieuses d'une manière ou d'une autre. Et après, la question, c'est de savoir quelle est l'émotion qui va gagner. Si, par exemple, vous avez des émotions positives et votre interlocuteur a des émotions négatives, c'est pas parce que vous avez des émotions positives qu'elles vont forcément gagner. J'ai envie de dire, si vous avez 40% de joie et qu'en face, vous avez 70% de négativité, peut-être que sa négativité va finir par entamer votre joie de vivre et que finalement, vous allez sortir un peu tristouné de la rencontre. C'est comme ça. C'est des énergies, c'est des forces. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a des effets de renforcement. C'est-à-dire qu'en général, comme quand on rencontre quelqu'un, quand on discute avec quelqu'un, il y a un système de synchronisation qui fait qu'on va équilibrer et s'équilibrer. Et donc, ça va créer une émotion collective, un état émotionnel du couple, du groupe, de l'équipe, de l'entreprise, etc. Et ça, c'est très important et très intéressant d'être à l'écoute de ça. Donc, de toute façon, gérer les unes, c'est gérer les autres. Ça veut dire que, peu importe encore une fois par quel bout vous commencez, à un moment donné, il faudra bien s'occuper des deux bouts en fait, du bâton. C'est inévitable. On peut pas ne gérer qu'un seul côté. C'est juste impossible. Alors, Patrice, on a une question qui est vouloir gérer ou influencer les émotions d'autrui ne peut-il pas être perçu comme vouloir les nier? Alors oui, bien sûr, ça peut être perçu comme ça. D'ailleurs, il ne s'agit pas de les nier. On verra, j'essaierai de répondre à ça après, mais il ne s'agit surtout pas de nier les émotions des autres, parce que comme c'est une force, imaginez en fait que l'émotion, elle est souvent associée à l'eau. Et là, je n'ai pas eu le temps de réfléchir à ça, mais si je devais aujourd'hui mettre une image, un symbole de l'émotion, je mettrais le torrent, c'est-à-dire l'eau qui coule. Imaginez que vous mettez un barrage. Ce n'est pas parce que vous mettez un barrage dans le torrent que l'eau va arrêter de couler. Au contraire, l'eau, elle va s'accumuler, puis à un moment donné, soit elle va dépasser le barrage, soit elle va l'emporter. Donc, il ne s'agit pas de nier, il s'agit évidemment de faire avec. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Donc, la bonne nouvelle que j'ai envie de vous proposer, puisque vous êtes apparemment toutes des femmes, c'est que les femmes, vous avez 5 fois plus de capacité, en moyenne, attention, hein, en moyenne, à décoder les émotions que les hommes. Donc, j'ai envie de dire, vous avez un super pouvoir, profitez-en. Peut-être que justement, ça va avec ce que Daniel Goleman appelait l'intelligence émotionnelle, la capacité à gérer ses propres émotions et celles de ses interlocuteurs. Voilà. Et ça a été mesuré plusieurs fois par des laboratoires avec des expériences sur des enfants, avec des personnes âgées, avec des adultes, dans plein de situations différentes, avec des étrangers. Et à chaque fois, on retombe à peu près sur les mêmes, les mêmes ratios, c'est-à-dire 5 fois plus de capacité à décoder les émotions des autres. Attention, ce sont des moyennes. Ça veut dire qu'il est possible que certaines aient encore plus de capacité, mais que certaines d'entre vous en aient un peu moins. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre certainement à développer tout ça. On n'entend plus rien. Ah voilà. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui. Ok, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai été mis en sourdine. Peut-être j'ai appuyé sans le savoir sur un bouton. Donc,
L'idée, c'est quoi? C'est que, encore une fois, les émotions, elles sont innombrables. Les émotions primaires, elles sont 4 ou 6. Et la première manifestation des émotions, c'est le visage, c'est les mimiques, c'est-à-dire, en fait, tous les mouvements qui s'affichent sur notre visage. Le visage, en fait, c'est un, comment dire, un marqueur émotionnel, on pourrait dire presque parfait, presque immédiat. Paul Ekman, qui est un autre spécialiste des émotions et de la communication non verbale, disait que les émotions, elles s'exprimaient en une demi-seconde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quasi instantané. Donc, c'est important simplement de regarder le visage, parce que c'est vrai qu'en regardant le visage de quelqu'un, avec évidemment la limite culturelle que j'ai évoquée tout à l'heure, mais on peut presque instantanément, si on est à l'écoute bien sûr de l'autre, si on s'intéresse à l'autre, on peut presque savoir immédiatement ce que l'autre ressent. Voilà, je dis presque parce que ce n'est pas toujours aussi simple que ça, et les émotions que chacun ressent ne sont pas aussi, pures que les 4 ou les 6 émotions que je montre à l'écran en ce moment. Des fois, c'est des mélanges. Les émotions, ça se transforme. Donc, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Mais n'empêche que on peut quand même, première chose à faire, regarder la personne. Évidemment, ça pose la question du téléphone. Au téléphone, on n'a pas le visage de l'autre, et du coup, on a moins d'informations. En visio, on retrouve le visage, mais il nous manque une partie peut-être des images aussi, ou des pixels, ou de la qualité du visage. Donc, peut-être on en perd un peu. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'au téléphone, du coup, l'audition est développée et la voix a 66% d'impact et d'importance au téléphone. Et les mots, seulement 34%. Alors, les émotions secondaires, bon, je ne vais pas faire la liste, je vais juste vous montrer quelques exemples, parce que, encore une fois, on ne sait pas combien il y en a, autant d'émotions qu'il y a de mots pour les décrire. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a un panel et un vocabulaire qui est très riche, qui nous permet justement de nommer, de trouver des mots pour nommer ce qu'on ressent. Et ça, c'est très important, parce que ça nous permet justement de les exprimer et de nous faire comprendre et de les identifier chez l'autre. Est-ce que c'est ça que tu ressens maintenant ou pas? Ou est-ce que c'est autre chose? Donc la culpabilité, par exemple, qui est la dernière émotion qui s'affiche, là, sur laquelle j'ai travaillé aussi, c'est une culpabilité très complexe. C'est pas une émotion pure, c'est une émotion vraiment qui est un mélange de toutes les émotions qu'on a vues précédemment. Alors, la question, c'est comment on fait pour gérer naturellement les émotions? Comment vous faites pour gérer vos émotions? Eh bien, j'ai découvert une chose, c'est qu'en fait, il y avait 2 programmes dans notre cerveau qui étaient là, en fait, qui étaient préinstallés, et qui fait que la plupart d'entre nous, 99% d'entre nous, nous passons naturellement par ces 2 programmes, et en plus quasiment dans l'ordre que je vais évoquer. Donc le premier programme, c'est simplement de subir, de se laisser traverser par les émotions, sans frein. C'est ce que vivent la plupart des enfants. Voilà. Évidemment, la deuxième réaction, le deuxième programme, c'est de lutter contre ces émotions. Ça, c'est le programme, on pourrait dire, adulte. Et plus on devient adulte, plus on a tendance, plus on est incité, encore une fois, par la culture, le contexte, par les autres, on est incité à résister, à cacher, à nier, à lutter contre ces émotions qui sont, encore une fois, gênantes, déstabilisantes et parfois même pas bien vues du tout. J'ai évoqué le cas du Japon, mais en vérité, c'est toujours un petit peu intempestif. En tout cas, on ne sait pas toujours très bien quoi faire avec ces émotions. Elles sont dérangeantes pour la personne, mais elles peuvent être dérangeantes aussi pour l'entourage. Des fois, quand quelqu'un pleure ou est triste, etc., on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment réagir par rapport à ça. Donc, je ne sais pas quelle est votre réaction habituelle. Est-ce que vous avez plutôt tendance à vous laisser traverser, ou au contraire à essayer de les dominer, essayer de les cacher, les masquer? Voilà. Et puis, on peut se poser la question de ces deux réactions, quel est le programme le plus approprié? Alors, on va regarder en détail ces 2 programmes et on verra qu'il y en a peut-être un troisième. Donc, subir l'émotion, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement se laisser traverser, emporter par l'émotion. Et c'est ce qu'on a tous vécu quand on était enfant, et peut-être aussi parfois on le vit quand on est adulte. Ça veut dire que quand l'émotion est trop forte, quand la réaction est trop forte, quand peut-être l'événement est trop fort pour nous, eh bien on subit. Et donc on peut s'effondrer en pleurs. Quand on apprend, je sais pas, le deuil de quelqu'un, d'un de nos proches, par exemple, quelqu'un qu'on appréciait, qu'on aimait bien, des fois, quand on est excédé, on peut hurler, ça peut nous arriver.
On peut insulter quelqu'un, ça c'est dans le cas extrême, j'espère que ça ne vous arrive pas. Et puis on peut aussi tout simplement être amené à fuir ou à se cacher quand on a peur, parce que des fois, malheureusement, dans la vie, il y a des dangers réels, imaginaires, hein, ça existe. Alors, la question évidemment, c'est quelles sont les conséquences de ça? Donc, quand on subit l'émotion, quand on la laisse nous traverser, quand on l'exprime, évidemment, dans un premier temps, pour certaines d'entre elles, l'émotion va diminuer, puisque tout ce qui est exprimé est extériorisé. Donc, parfois, le simple fait de piquer une colère, eh ben, elle disparaît. C'est fini, il n'y a plus rien après. Et des fois, on est même étonné que comment on a pu s'énerver à ce point-là. Et c'est pareil pour la tristesse. Hein. Des fois, on pleure un bon coup, puis après, c'est fini, quoi. Après, on repart comme en 14. On peut même être étonné de voir quelqu'un qui était effondré, puis qui finalement, après avoir bien pleuré, hop, repart comme en 14, comme si de rien n'était. C'est un peu étonnant, mais c'est comme ça. Par contre, les conséquences de la subition de l'émotion, elles n'ont pas forcément disparu. Donc, si on a insulté quelqu'un, par exemple, eh ben, ça fait des séquelles dans la relation. Donc ça, c'est quand même dangereux. Et puis, parfois, bizarrement, en exprimant, en laissant l'émotion nous traverser, c'est l'exemple que je vous ai donné au tout début, parfois l'émotion s'auto-alimente toute seule, c'est-à-dire qu'elle augmente sans qu'on comprenne bien pourquoi. Il y a des gens, si on les laisse s'énerver, ils vont s'énerver encore plus. Si on les laisse pleurer, ils vont pleurer de plus en plus. Il y a un effet d'auto-alimentation comme ça, comme un cercle, comme un cycle. Donc, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, en général, on a tendance, plus on grandit, à essayer de prendre le contrepoids, c'est-à-dire d'essayer de résister, comme disait France Gall, par tous les moyens possibles et imaginables à nos émotions. Alors, qu'est-ce que c'est résister aux émotions? Ça peut être déjà les nier. C'est non, je ne ressens rien, j'ai pas peur, j'ai pas mal, je suis pas en colère, non, je suis pas en colère. Ou ça peut être non, je me sens pas triste. Ou n'importe quoi. En fait, voilà, on peut les nier, on peut les cacher, on peut essayer en tout cas, et on l'a tous fait parce que encore une fois, c'est un espèce de diktat qui pèse sur nous à travers la société, le monde des adultes, encore plus dans le monde du travail certainement. C'est politiquement incorrect et on peut tout simplement refuser. Des fois, on dit non, moi je ne veux pas ressentir cette émotion-là. Le problème, c'est qu'elle est déjà. On peut essayer de les écraser. Il y a des gens qui essaient d'écraser leurs émotions. Et on peut le faire soit, comme j'ai envie de dire, avec sa tête, avec son self-control, mais on peut le faire aussi avec des médicaments, par exemple. Les antidépresseurs sont des moyens d'écraser la dépression, la tristesse. Ça ne les supprime pas, bien entendu, ça les écrase, c'est-à-dire on verra après les conséquences que ça a, mais c'est une façon de ne pas les ressentir, au moins dans un premier temps, au moins dans un certain temps, disons. Alors, les conséquences de ça, c'est quoi? C'est là où ça devient intéressant. Premièrement, les émotions auxquelles on a résisté n'ont pas disparu. Comme disait je ne sais plus qui, ce à quoi tu résistes persiste. Donc, si elles ne disparaissent pas, où est-ce qu'elles sont parties? Où est-ce qu'elles sont? Eh bien, en fait, bizarrement, elles ont tendance à augmenter, comme le torrent, comme l'eau qui s'accumule devant le barrage que j'ai évoqué tout à l'heure. Et elles vont se diluer. C'est là où c'est intéressant et dangereux. Elles peuvent s'accumuler. Elles peuvent s'accumuler indéfiniment, tant qu'elles n'ont pas justement pu vraiment s'exprimer, s'extérioriser. Alors, où est-ce qu'elles vont s'accumuler? Elles vont s'accumuler dans 2 endroits, voire 3, mais d'abord et avant tout le cœur symbolique. On sait aujourd'hui, par exemple, qu'on a 2 cerveaux. On a un cerveau dans notre tête et on a un cerveau sur notre ventre. Notre ventre est parcouru par un système nerveux qui est exactement la réplique de notre cerveau. C'est un cerveau bis. Et comme par hasard, quand on a des émotions, en général, on le ressent au niveau du ventre. On dit la peur au ventre. Eh ben, c'est peut-être le siège de l'intelligence émotionnelle. Mais aussi, on sait que les émotions vont se transformer et se cristalliser dans le corps à travers des médiateurs chimiques. Donc, vous connaissez la phrase, hein, c'est une phrase tout à fait connue et reconnue, ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Voilà. Alors, ce qui est incroyable et dangereux, c'est que, évidemment, à force de s'accumuler, ça va. Hop, je vais revenir en arrière. À force de s'accumuler, tout simplement, ça peut exploser. Ça ne va pas forcément exploser tout de suite, mais ça peut exploser. Donc, ce n'est pas forcément une bonne solution. Alors, autre chose, je vous ai dit que les émotions avaient tendance à se transformer. On va regarder ça parce que ça, c'est très important et ce n'est pas forcément très connu. Donc, l'idée, c'est que si j'ai une émotion et que je la nie, elle va se transformer en état émotionnel. C'est ça la dilution de l'émotion. Elle va se diluer.
Alors, on va prendre quelques exemples, les plus connus. La peur, elle va se diluer en quoi? Elle va se transformer en anxiété. L'anxiété, c'est de la peur diluée. Comme si on avait mis de l'eau dedans et ça s'est dilué, ça s'est répandu un peu partout. La colère, ça va se transformer en quoi? Ça va se transformer en rancune, c'est-à-dire qu'elle est refroidie, elle est diluée. La colère, en général, elle ne dure pas longtemps. La colère, ce n'est pas fait pour durer. Par contre, la rancune, ça peut durer toute la vie. Dilution. Et puis, troisième exemple, la tristesse, vous le savez très bien, la tristesse, elle va se transformer en quoi? Elle va tout simplement se transformer en dépression. Donc, déjà, on peut réfléchir, qu'est-ce qui est le plus facile à gérer? Le premier ou le deuxième niveau? Moi, j'aurais tendance à penser que c'est plus facile de gérer les émotions pures, la peur, la colère ou la tristesse, que les émotions, on pourrait dire, dérivées, à savoir l'anxiété, la rancune ou la dépression. Sauf que ça ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que si l'émotion n'a pas pu trouver une porte de sortie, elle va devenir un trait de caractère constitutif de notre personnalité. Et c'est là où ça devient complètement incroyable, c'est-à-dire qu'on transforme, on devient à ce moment-là, si c'est la peur, on devient timide. Si c'est la colère qui n'a pas pu être évacuée, exprimée, entendue, on va devenir colérique. Et si on n'a pas pu exprimer la tristesse, on va devenir dépressif. Et si on n'a pas pu exprimer aucune des trois émotions, on va devenir timide, colérique et dépressif. Ça s'appelle Patrice Race. C'est mon enfance, c'est mon adolescence. Alors, une devinette et un exercice pour la route. Si vous rencontrez un tigre, ok? Rencontrez un tigre. Qu'est-ce que vous faites? Deux solutions. Premièrement, est-ce que vous fuyez ou est-ce que vous allez essayer de fuir? Ou est-ce que vous allez essayer de le supprimer, si vous avez une arme, évidemment, parce que sinon, la question ne se pose pas. Donc, si vous fuyez, vous savez très bien que vous avez un risque, c'est que le tigre vous rattrape et vous dévore. Le tigre, vous avez compris, c'est l'émotion. Si vous le tuez, vous allez être débarrassé de votre émotion, sauf que vous avez tué votre animalité, vous avez tué votre émotivité, vous avez détruit quelque chose en vous. Donc, vous imaginez bien que dans les deux cas, le résultat est moyennement satisfaisant. Dans les deux cas, vous perdez quelque chose. Soit vous perdez la vie, entre guillemets, soit vous perdez une partie de votre énergie, de votre pouvoir. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une troisième solution, évidemment, que j'avais évoquée en filigrane tout à l'heure. La troisième solution, c'est ce que les Asiatiques appellent chevaucher le tigre. Chevaucher le tigre. C'est-à-dire ni le fuir, ni le détruire, mais faire avec, jouer avec, essayer de l'apprivoiser en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que c'est que chevaucher le tigre? Concrètement, parce que ça, c'est une image que tout le monde connaît, mais ce n'est pas forcément évident pour vous, ça veut dire, encore une fois, faire avec l'émotion. Au lieu de faire contre, comme dans la résistance, on va essayer de l'utiliser puisque c'est une énergie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Déjà, on peut essayer de la découvrir, tout simplement. Ensuite, on peut la reconnaître. On peut reconnaître que, oui, je ressens de la peur, de la colère, de la tristesse. Voilà, ça c'est un début de faire avec, c'est un début de chevaucher le tigre. Et puis on peut aller encore plus loin, on peut effectivement accepter son émotion. On a le droit d'avoir les émotions qu'on a. Et ce que je dis pour soi-même, c'est vrai pour les autres. Si vous avez des enfants, vos enfants ont le droit, j'espère que vous leur donnez le droit d'avoir des émotions. Les émotions en tant que telles ne sont pas dangereuses. C'est les conséquences des émotions et les conséquences des émotions refusées, contrariées, refoulées qui peuvent le devenir. Par exemple, la colère, refoulée, refusée, va se transformer en agressivité qui peut se transformer en violence. Mais la colère en elle-même n'est pas dangereuse. Donc, on peut aussi écouter nos émotions. Nos émotions, elles nous disent quelque chose. Elles nous donnent une information, elles portent un message. Par exemple, la peur, elle nous dit « Attention, il y a peut-être un danger, il faut peut-être vérifier ça ». La colère, elle nous dit « Attention, il y a peut-être quelque chose en toi n'est pas respecté. Peut-être un droit réel ou imaginaire n'est pas respecté. Il y a peut-être une limite qui n'est pas acceptée par les autres. Donc, il y a peut-être quelque chose à mobiliser. Il y a certainement quelque chose à entendre de l'émotion. Et puis, on peut enfin, je crois, exprimer son ou ses émotions, pas forcément tout de suite, pas forcément tout le temps, pas forcément à n'importe qui, mais on peut en tout cas essayer de trouver une oreille attentive, bienveillante, empathique, un psy si on n'a personne, mais ça peut être, il y a des proches qui savent faire ça, simplement qui écoutent notre émotion, sans prendre forcément l'émotion
en soi. Parce que sinon, si je suis énervé et que en exprimant ma colère, c'est toi qui es énervé à la fin, on a juste transféré l'émotion. Ça, ce n'est pas vraiment de l'intelligence émotionnelle. C'est un début, mais ce n'est pas ça. En tout cas, quand on arrive à exprimer nos émotions, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, du coup, c'est comme si on n'avait pas fait, on avait enlevé le barrage. Du coup, l'émotion circule, l'émotion s'évacue, elle va passer, elle va diminuer forcément. En tout cas, le torrent, son débit va diminuer, puisqu'il n'est pas bloqué, il n'est pas comment dire, empêché. Et du coup, cette émotion, elle va s'extérioriser à travers des gestes, à travers la voix, à travers des actes, à travers tout un tas de langages qu'on a déjà vus, et éventuellement, elle va disparaître. Si mon émotion a été complètement évacuée, entendue, etc., elle disparaît. Elle ne reviendra pas. Enfin, elle reviendra peut-être plus tard dans une autre occasion, mais celle-là, elle disparaît. Et éventuellement, si elle se transforme, pour le coup, elle va se transformer de façon positive. C'est-à-dire qu'elle va être à ce moment-là un moteur, emotion, mise en mouvement. Alors, maintenant, le vrai secret pour gérer ces émotions, c'est quoi? Ce n'est pas l'émotion en vérité. Parce que si vous avez écouté tout ce que j'ai dit depuis le début, vous avez compris que l'émotion, elle n'est jamais seule. Elle n'est jamais toute seule. Donc, qu'est-ce qui contrôle l'émotion? C'est ce qui vient avant l'émotion. OK? Qu'est-ce qu'il y a avant l'émotion? On reprend le schéma que je vous ai donné au début. Rappelez-vous, au départ, il y a un événement déclencheur, et puis à un moment donné, il y a l'émotion. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Entre l'événement et l'émotion? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'interprétation de l'événement. C'est l'interprétation de l'événement qui déclenche l'émotion, et pas seulement l'événement. On a trop tendance à penser « je suis énervé parce qu'il m'a fait ça ». Non, je suis énervé parce qu'il m'a fait ça et que je l'interprète comme il n'aurait pas dû le faire. Mais si j'enlève cette idée, cette valeur, cette croyance, cette attente, je ne suis plus énervé. C'est l'interprétation, c'est-à-dire la valeur que nous donnons aux faits, aux événements, quels qu'ils soient, qui déclenchent telle ou telle émotion. Et la bonne nouvelle, c'est que si on n'a pas de pouvoir direct sur nos émotions, puisque ce sont des réactions, comme des réflexes, en revanche, je crois qu'on peut apprendre à nettoyer, purifier, je ne sais pas comment dire, en tout cas, on peut apprendre à gérer nos pensées, nos croyances, nos valeurs, nos attentes, nos exigences. Ce n'est pas forcément facile, parce que derrière ça, il y a l'ego, mais quand même, on peut travailler là-dessus. Et ça, c'est payant, bien entendu. Donc, je vais terminer avec les accords Toltec, puisque vous savez que c'est un de mes dadas, c'est un des thèmes sur lesquels j'ai écrit quelques livres, je viens d'en terminer encore un. Et moi, je crois que les accords Toltec, c'est un bouclier pour gérer ses émotions. Donc, je vais essayer de vous montrer ça rapidement, en quelques minutes. Vous connaissez les accords Toltec, de Don Miguel Ruiz, c'est un best-seller absolu. Et en fait, les accords Toltec, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, ce sont des commandements, des principes, un peu comme les 10 commandements, mais très concrets, pour nous protéger en fait de l'ego. Donc, que votre parole soit impeccable, c'est un moyen indirect de se protéger des émotions. Indirect parce que, évidemment, la parole, on pourrait dire la parole, ce n'est pas l'émotion, c'est la conséquence de l'émotion. D'accord? Mais si votre parole est impeccable, on peut imaginer que vos interlocuteurs risquent d'avoir une parole impeccable aussi, puisque on sait qu'avec les neurones miroirs et le principe de réciprocité qui sous-tend toutes les relations humaines, si vous respectez les gens, ils auront plus tendance à vous respecter. De plus, si ce n'est pas le cas, et ce n'est pas toujours le cas, parce que des fois, nos clients nous traitent un peu comme des… Voilà, ils peuvent avoir tendance à faire ça. Les enfants, aujourd'hui, traitent les parents aussi un peu de façon pas forcément impeccable. On peut leur rappeler, on peut leur demander, on peut les éduquer pour qu'ils aient une parole impeccable. Et ça diminue les émotions négatives, évidemment. Donc ça, c'est une première piste. Le deuxième accord, qui est encore plus intéressant, c'est ne faites pas de suppositions. Parce que honnêtement, qu'est-ce qu'on fait comme supposition? C'est les suppositions qui déclenchent les émotions. J'ai envie de dire 95% des émotions sont déclenchées par des suppositions, c'est-à-dire des idées, des histoires qu'on se raconte. Il a fait ci, il n'aurait pas dû faire ça, et pourquoi il a fait ci, et ça veut dire qu'il ne m'aime pas, ou qu'il m'a abandonné, ou blablabla. Et sans arrêt, en fait, on ne se rend pas forcément compte que notre cerveau qui est surdéveloppé, surentraîné, ça c'est peut-être justement le front rationnel, on est sans arrêt en train de chercher l'explication du pourquoi, du comment. Et de chercher, et au-delà du pourquoi, on cherche à donner un sens à chaque action, chaque communication, chaque message qu'on reçoit. On n'est pas capable de dire, OK, il y a juste ce message-là.
Il m'a marché sur les pieds, point à la ligne. Il ne m'a pas dit bonjour, point à la ligne. Donc ça, c'est une éducation qu'on peut faire pour se protéger et protéger nos proches, justement, des émotions négatives inutiles. Parce que quand même, il y a beaucoup d'émotions inutiles. Je n'ai pas eu le temps de le développer, mais j'ai travaillé sur la peur et la culpabilité et je suis arrivé à la conclusion que 90% des peurs et 90% des culpabilités n'ont pas de justification légitime. Autrement dit, on a peur 90 fois pour rien. On est coupable 90 fois pour rien. C'est quand même dommage. Alors, le vrai rempart contre les émotions négatives, c'est celui-là, bien sûr. C'est le troisième accord, ne prenez rien de façon personnelle. Parce qu'on est tous susceptibles, et la susceptibilité fait qu'on va se sentir blessé par les mots, par les actes, par les paroles, par les attitudes des autres, et du coup, ça déclenche automatiquement cette émotion ou ces émotions négatives. Donc, si on arrêtait ça, on pourrait commencer à se protéger. Moi, j'étais susceptible quand j'étais enfant, et je vais vous dire, ma vie, mon enfance était un enfer. C'était un enfer. J'avais l'impression de me cogner à tous les coins de rue, à tous les mots, à toutes les paroles, à tous les échanges. Aujourd'hui, je suis infiniment moins, et honnêtement, je trouve que c'est un vrai bonheur, quoi. Voilà, ça ne veut pas dire que tout va bien tout le temps, mais quand même, c'est waouh. Faites toujours de votre mieux, c'est un autre rempart a posteriori sur l'émotion, sur les émotions d'une part des autres, mais aussi nos propres émotions. Parce que Don Miguel Ruiz explique que faites toujours de votre mieux, ça veut dire terminer le perfectionnisme. Une fois que vous avez fait quelque chose, que vous avez rendu votre copie, que vous avez rendu votre dossier, que vous avez fini votre travail, c'est terminé. Ça ne sert à rien de culpabiliser, d'avoir des regrets, d'avoir des remords, et puis de ruminer dans sa tête. Non, c'est fini, c'est fini. Vous avez fait de votre mieux. Tout le monde fait toujours de son mieux. Point à la ligne. Terminé, pas la peine de chercher des explications et de se faire du mal avec ça. Et puis le dernier, bien sûr, le dernier accord qui a été rajouté par le Fils, soyez sceptiques mais apprenez à écouter. Ce qui est intéressant déjà, c'est que quand quelqu'un vous dit quelque chose, ne prenez pas forcément au mot les paroles des uns et des autres, qu'elles soient positives ou négatives. Parce que les gens disent rarement, exactement, immédiatement ce qu'ils veulent. Et apprenez à écouter, bien sûr, si on pouvait faire ça, ça serait évidemment génial parce que l'écoute, c'est la seule façon de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les mots, derrière les paroles ou les messages officiels des uns et des autres. C'est ça qui nous permet de comprendre le vrai sens des choses. C'est ça qui nous permet justement peut-être de ne pas prendre les choses de façon personnelle. Sauf que écouter, c'est difficile. On écoute tous mal. Même les femmes, vous écoutez mieux que les hommes, mais quand même, on n'écoute pas très bien. Par exemple, moi j'ai remarqué, quand je suis énervé, souvent les gens, mes amis, ma famille, les gens ont tendance à essayer de supprimer ma colère. Alors qu'il n'y a rien à faire, il y a juste à la laisser s'exprimer, sans la prendre sur soi, sans se prendre l'énergie de l'autre, juste à laisser l'énergie couler, juste laisser l'eau du torrent couler. C'est tout. Et bien, cet acte-là, ce c'est tout-là, apparemment, est la chose la plus difficile au monde. Écouter sans fusionner, sans pomper l'énergie de l'autre, apparemment, c'est très difficile. Apprenons à écouter. Voilà, ça, c'est un vrai rempart contre, justement, toutes ces émotions que nous générons ou que nous amplifions ou que nous laissons entrer en nous. Alors, la conclusion, elle est simple, en fait. Je vais simplement synthétiser ce que j'ai dit et après, je vous laisse la parole pour les questions. Il n'y a pas d'émotions négatives en soi, ou plutôt les émotions ne le sont pas forcément. Ce ne sont pas les émotions qui sont négatives, c'est les conséquences des émotions. Les conséquences peuvent l'être, et encore, elles ne le sont pas toujours. La conséquence de la tristesse, ça peut être la dépression, ça peut être le suicide. La conséquence de la colère, ça peut être l'agressivité, ça peut être la violence. Ça, c'est négatif. La conséquence de la peur, ça peut être le fait de ne plus rien faire, d'être complètement inhibé, de ne plus rien tenter, de ne plus rien oser, de ne plus rien montrer, de ne plus rien dire. Donc, c'est les conséquences des émotions qui sont dangereuses, mais pas les émotions en tant que telles. Donc, il faut juste gérer les émotions, et gérer, c'est faire simplement avec les émotions, comme j'ai essayé de l'expliquer très succinctement, évidemment, parce que c'est des sujets sur lesquels on pourrait travailler pendant des jours ou des semaines, tellement c'est complexe. Évidemment, j'ai essayé de ramasser un petit peu tout ça. Et donc, c'est jouer avec les émotions dans le bon sens du terme, évidemment. Voilà, j'ai fini. Donc, je laisse, si ça vous intéresse, j'ai écrit quelques livres sur les émotions. Les 4 premiers sont des clins d'œil de 10 pages, des petits mémentos très courts sur des points très précis. Donc, il y en a un sur l'intelligence émotionnelle.
Le quatrième, Je gère mon stress, c'est un cahier d'exercice. Et le dernier livre à droite, Bien se connaître pour réussir, c'est un gros pavé qui synthétise presque toute ma carrière de chercheur en psychologie. Voilà. Et évidemment, c'est un moyen indirect. Voilà. Merci Noël. Noël est en train de le montrer à l'écran. Ouais. Tu veux reprendre la caméra, Noël, si tu veux. Donc, je vais arrêter de partager. Comme ça va nous laisser de la place pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des témoignages? Alors, moi, j'avais noté Clara qui posait la question, pensez-vous que les difficultés des personnes handicapées en termes d'émotions sont prises en compte par les employeurs et les entreprises? La réponse est non, clairement non. Les entreprises, pour l'instant, ne prennent pas vraiment en compte ni les handicaps, quels qu'ils soient physiques, psychologiques ou autres. Et moi, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de fait, malheureusement, pour aider les gens qui ont du mal à gérer leurs émotions. Et peut-être ça viendra, j'espère que ça va se développer, parce que d'un côté, on parle de l'entreprise du troisième type, l'entreprise bienveillante, l'entreprise ceci, l'entreprise cela. Donc, il y a un mouvement quand même qui se dessine, mais en même temps, ce n'est pas toutes les entreprises. Il y a aussi des entreprises prédatrices, malheureusement, qui existent encore. Je suis bien placé pour le savoir. Et il y a tout, en fait. Il y a de tout. Donc, on peut espérer simplement que les choses vont évoluer en mieux, que les entreprises qui détruisent leurs salariés vont comprendre que c'est la méthode Attila, c'est-à-dire que quand on a brûlé tout ce qu'il y a, à la fin, il n'y a plus rien. Et l'entreprise va tout simplement, ces entreprises-là sont amenées probablement à disparaître. Parce qu'aujourd'hui, les salariés comparent, le travail est devenu un produit de consommation, de comparaison. Il y a des comparateurs, il y a des sites, vous savez, les entreprises où il fait bon travailler. Et puis tout simplement, pour faire un lien avec l'actualité, vous avez remarqué, on parle beaucoup des EHPAD. Moi, je travaille beaucoup dans les EHPAD. Dans les EHPAD, c'est très simple. En fait, personne ne veut plus travailler dans les EHPAD. Pourquoi? Parce que c'est un métier extrêmement difficile. C'est mal payé, c'est contraignant. On travaille la nuit, le jour, le week-end, etc. Des horaires décalés, 12 heures de suite, avec la mort, la souffrance, la maladie, l'agression, avec des familles qui sont jamais contents. Donc, c'est un travail de fou. Et ben, le résultat, c'est qu'il n'y a plus personne. Donc, le jour où quand les entreprises vont être obligées de fermer, peut-être à ce moment-là, elles vont commencer à revaloriser les salaires. C'est ce qui se passe en ce moment, par exemple, dans la restauration. Vous avez vu, il y a un accord de branche qui a été signé. Et ils ont décidé d'augmenter le SMIC déjà, première chose, évidemment, parce que si on demande plus, il faut que les gens aient l'impression de recevoir plus, sinon ils sont tout simplement démotivés, ils se sentent absolument pas respectés, et donc ils s'en vont, ils travaillent peu, ils travaillent mal, et dès qu'ils peuvent, ils fichent le camp. Donc voilà, moi j'espère que ça va bouger par la force des choses, si ça bouge pas par la volonté intelligente des dirigeants éclairés. Pour la restauration, pour venir de là, on partait de loin. Oui, bien sûr. Restauration, oh là là, c'est. Moi, j'ai envie de partager une anecdote amusante. Quand j'étais petit, en fait, j'habitais à Honfleur, qui était une ville touristique où il y a beaucoup de restaurants. Et mes parents ont eu la bonne idée de me faire travailler à 14 ans pour me faire découvrir les joies du travail. Probablement, l'arrière-pensée crapuleuse, c'était de me donner envie de travailler à l'école. Et ben, ils ont réussi, évidemment, parce que j'ai travaillé donc dans la restauration. J'ai travaillé 3 jours dans le meilleur restaurant de la ville de Honfleur de l'époque, que je ne vais pas dénoncer. Et j'ai travaillé, le premier jour, j'ai travaillé 13 heures de suite, en deux temps. Mais 13 heures, j'avais 14 ans, vous imaginez? J'étais totalement épuisé. Et en plus, j'ai travaillé dans la fumée, le bruit, la promiscuité et la violence. Le chef cuisinier, en fait, quand il n'était pas content de son commis, vous savez ce qu'il faisait? Il le brûlait, il le scarifiait. Le pauvre commis, il avait des scarifications sur les bras à chaque fois qu'il faisait une connerie. Ça m'a terrorisé, en fait. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ce secteur-là. À l'époque, je savais même pas que c'était un secteur particulier, mais voilà. Donc, c'est sûr que, à mon avis, ils ont quand même beaucoup de choses à faire pour revaloriser le secteur. Et je sais que les émissions, le premier de cuisine et je sais pas quoi, là, les trucs qui passent à la télé, ça essaye de redorer un peu le blason du secteur, mais honnêtement, il y a encore du travail à faire. Ils en sont plus là, Ouais. Et il y avait une question, est-ce que le calme est une émotion? Alors, oui et non. Le calme, en fait, c'est un état émotionnel. Et donc, on pourrait dire c'est un état, c'est l'émotion zéro. Pour certains, le calme, c'est l'absence d'émotion, mais pour d'autres, le calme, c'est un état émotionnel positif, doux, léger. On pourrait dire le premier degré de l'émotion, si vous voulez, qui est un peu l'état central. À partir de ça, évidemment, on va ressentir. C'est très difficile de rester calme très longtemps. Ou alors, il faut avoir une vie de moine, il faut avoir peut-être une vie protégée. Mais et encore, parce que les événements peuvent être extérieurs ou intérieurs. Une pensée, une discussion, une émotion, une sensation peut déclencher une émotion. Donc, c'est très difficile d'arriver à rester calme très longtemps. Il y avait une remarque.
Comme quoi, on avait l'impression que la négativité avait plutôt tendance à l'emporter. C'est tout. Alors, en France, c'est sûr. En France, c'est sûr et certain. Moi, j'ai beaucoup d'amis étrangers et qui vivent à l'étranger ou qui voyagent et qui me disent, oh là là, quand on arrive en France et à Paris en particulier, il y a une espèce de chape de plomb là, alors qui a été évidemment accélérée avec le Covid. Ça a été, voilà, mais il y a une ambiance vraiment de tension, de crispation. Quelqu'un m'a même parlé de guerre civile. Bon, je ne sais pas si on est encore là, mais j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, il y a vraiment une tendance, il y a vraiment une énergie émotionnellement lourde. Je trouve que l'émotion est lourde en France. L'émotion globale, collective, elle est lourde. Et voilà. C'était moi qui avais fait cette remarque et je ne parlais pas du contexte d'une manière générale, c'était plus quand j'ai vécu ça quand dans une équipe, il y a par exemple 4 personnes qui sont plutôt de nature positive, on rajoute une personne qui est plutôt négative. C'était incroyable l'impact que cette seule personne a pu avoir sur les 4 autres. C'est ça qui m'a marqué en fait. Ah oui, bien sûr. Mais comme je le disais au début, les émotions sont extrêmement contagieuses. Donc, quelqu'un qui est très négatif ou très positif peut avoir une influence énorme dans une équipe, dans une famille, dans un wagon entier. C'est incroyable. Moi, je suis fasciné par la facilité, la fluidité avec laquelle les émotions se propagent en fait d'une personne à l'autre et d'un groupe à l'autre. Et c'est vrai qu'il ne faut pas croire qu'on est, comment dire, qu'on peut se protéger. Je veux dire, les gens négatifs peuvent nous toucher, ils peuvent nous contaminer, ils peuvent nous faire peur, ils peuvent nous énerver. C'est comme ça. Et la seule chose qu'on peut faire, justement, c'est la vigilance. C'est d'être à l'écoute de son état émotionnel et pour ne pas laisser l'émotion comme ça s'accumuler, puis à un moment donné, paf, exploser. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est le fait que j'ai l'impression que les gens, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que les gens sont de moins en moins capables justement de gérer leurs émotions et que, par exemple, l'agressivité, ça part très vite en live, ça part beaucoup plus vite aujourd'hui qu'avant, me semble-t-il. Mais je ne sais pas si vous avez une impression identique ou différente. Si, je pense que c'est exacerbé par les réseaux sociaux. Il n'y a plus de filtre. Donc, comme on perd le filtre, on part plus vite en light. Et par le confinement aussi. Le confinement fait dévoiler des émotions qu'on ne voyait pas auprès de personnes et on sent actuellement beaucoup de violence, d'énervement. On sent les caractères là, ça sort. Oui, bien sûr. Je n'ai pas voulu vous faire peur, mais moi, je passe mon temps à lire des posts, des statistiques et des études. Et j'ai vu des chiffres totalement effrayants. Par exemple, vous avez entendu que les jeunes, les enfants et les étudiants en particulier sont en pleine crise. Enfin, il y a des demandes de psy, de psychothérapeutes, etc. Mais c'est hallucinant. On n'a jamais vu ça chez les étudiants. Ça prend des proportions inouïes. Et j'ai vu un autre chiffre qui est sorti sur LinkedIn, que vous pouvez retrouver, qui disait que 88% des dirigeants d'entreprises se disaient eux-mêmes dans un état de santé mentale négatif ou grave. Ils étaient inquiets pour leur propre santé mentale. 88% des dirigeants français. C'est énorme quand même, on n'a jamais vu des chiffres comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un état émotionnel collectif qui c'est comme un nuage en fait, qui est au-dessus de notre tête et dont on est plus ou moins tributaire. Parce qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On peut essayer de transporter la joie, créer notre bulle, un oasis de joie, de plaisir, de lumière et d'amour, mais ça existe quand même. Oui, mais enfin, à force de nous gouverner par la peur. C'est ça. Et c'est vrai qu'on a les jeunes, effectivement, ils n'ont plus d'interaction sociale. Et les petits aussi, avec les masques, ne voient plus les émotions des adultes ou des jeunes enfants. Donc, on perd aussi tout ce côté émotionnel avec le port du masque aussi, l'interaction. Tout à fait. Ça, c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'aborder ce point-là, mais c'est vrai que le fait de porter le masque, c'est-à-dire de couper un des moyens privilégiés quand même qu'on a pour exprimer nos émotions, je pense qu'émotionnellement, c'est une catastrophe. Peut-être c'est une bonne chose, peut-être c'est un nécessaire sur le plan médical, ça j'en sais rien, mais sur le plan émotionnel, c'est une catastrophe. Et moi, je crois que si les gens passent plus vite au passage à l'acte avec leurs mains, c'est parce que justement, ils n'arrivent plus à se faire entendre avec leur visage, avec leur voix et avec leurs mots. Et ça, c'est sûr que le confinement, ça a rajouté une couche aussi là-dessus. Ça, c'est sûr. Donc, tu préconises les masques en plastique transparent? Oui, bien sûr. Moi, j'attends ça avec impatience. J'ai Sandra qui demande comment distinguer émotion et sentiment, puisque le premier travail est d'identifier l'émotion. Alors, l'émotion, comme je le disais au tout début, c'est une décharge. C'est quelque chose qui se décharge à l'intérieur de nous. C'est violent, ça nous déstabilise et ça ne dure pas. Ça a tendance à redescendre. Le sentiment, c'est quelque chose qui se construit dans la durée. Le sentiment, en fait, c'est quoi? C'est tous les dérivés de l'amour et éventuellement son opposé ou son empêchabilité, c'est-à-dire la haine. Donc,
On n'aime pas quelqu'un comme ça en 2 secondes. Par contre, on peut avoir de la peur ou de la colère ou de l'attirance en 2 secondes pour quelqu'un, ou de la répulsion. Ça fonctionne comme ça. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et pour prendre une image que j'avais vue utilisée par quelqu'un, imaginez en fait que l'émotion, c'est la fusée qui lance le satellite, qui arrache le satellite hors de la Terre. Et le sentiment, c'est le satellite qui tourne lentement autour de la Terre. Donc les deux sont complémentaires, évidemment. D'accord? Et ça joue dans les deux sens. C'est-à-dire que si un jour, par exemple, on s'aperçoit notre conjoint nous a trompés, là, on a une émotion négative, le satellite qui retombe sur Terre. Vite fait, bien fait. Et en général, d'ailleurs, ça va pas être simple. C'est-à-dire que souvent, on passe de l'amour à la haine, précisément parce qu'on ne peut pas passer de l'amour à rien du tout. Donc, on est obligé c'est comme si le sentiment, il rebondissait sur un mur comme une balle, et la seule chose qu'il fait, c'est de s'inverser avant de retomber, comme une balle. Le sentiment, c'est l'attachement, en fait. Le sentiment, c'est ce qui nous attache aux gens, aux choses, aux lieux, aux objets, aux idées, voilà. D'accord. En fait, j'aurais souhaité savoir, j'ai vu passer une de vos phrases à un moment sur votre livre, votre personnalité et votre atout. Et vous disiez au départ que les Français sont pas forcément les leaders pour qu'on exprime en tant que salarié, en tant que dirigeant, nos émotions dans les entreprises. Oui. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez de faire au moment des entretiens et dans les entreprises pour essayer de valoriser en fait justement notre personnalité en restant dans les clous à la française? Très bonne question. En fait, moi, je pense que la question contient elle-même la réponse. Et je vais répondre avec un exemple. Moi, j'ai eu la chance, avant d'être indépendant, j'ai été salarié, j'ai eu plusieurs patrons. J'en ai eu, je sais pas combien, une vingtaine, je crois, parce que j'ai fait pas mal de boulot dans différentes boîtes et différents postes. Et le dernier manager que j'ai eu, par contre, j'ai eu la chance de ma vie, c'était un très bon manager. Et lui, il avait tout compris. Il s'appelait François et il était simple, il était authentique et en même temps, il était pro. Il mélangeait pas les choses et en même temps, il était authentique. C'est-à-dire que quand il n'était pas content, ben, il l'exprimait. Simplement. Mais il ne perdait jamais de vue l'idée qu'il était d'abord chef d'entreprise. Donc, c'était pas un homme qui est énervé par quelqu'un, par un prof, ou parce qu'on était dans une école de commerce. Il laissait pas ses émotions le dominer, mais il utilisait ses émotions pour faire passer les messages. Il était simple, il était authentique. Quand il était énervé, il le montrait. Par contre, j'ai jamais vu aller à des émotions extrêmes. Et ça, c'était intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il exprimait, mais il les contenait, il les canalisait. Des fois, il attendait le meilleur moment, le meilleur contexte pour exprimer ses émotions. Un jour, on avait été très déçus par les étudiants qui nous avaient fait une crasse. Eh ben, il a attendu 2 jours avant de faire une réunion et de leur exprimer ce qu'il ressentait. Et je trouvais ça très fort. Et la façon dont il l'a dit, il avait eu le temps de digérer son émotion, mais il l'aura exprimé. Et c'est l'émotion qui a touché les étudiants. D'accord, merci beaucoup. De rien. Après, on a Valérie qui demande, est-ce qu'agir contre quelque chose qui nous met en colère, qui est notre interprétation d'un événement, c'est nier notre émotion et ne pas faire avec? En fait, là, je ne sais pas ce que je vais répondre parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse type, vu que c'est quelque chose de très complexe. J'ai envie de dire simplement ceci. En fait, quand on a une émotion, on est déstabilisé. Donc, il faut faire quelque chose par rapport à l'émotion. Ça, c'est première chose, c'est la gestion de l'émotion. En même temps, on peut parfois, et parfois même on doit, agir sur la cause de l'événement qui a déclenché l'émotion. Si par exemple, je sais pas, votre voisin fait du bruit, il vous dérange la nuit. Ok, vous pouvez dire, oh là, ça m'énerve, je vais gérer mon émotion. D'accord, mais vous n'allez peut-être pas le laisser faire la nougat toute la nuit quand même. Vous pouvez aussi essayer de gérer le problème extérieur, la cause extérieure. L'un n'empêche pas l'autre. C'est ça le truc. Par contre, si je ne gère que l'extérieur sans gérer mon émotion, c'est pas bien non plus. Parce que du coup, l'émotion, soit elle va revenir comme un boomerang ou exploser a posteriori, ou la fois d'après, ou sur quelqu'un d'autre. Les émotions ne disparaissent jamais. Ce sont des énergies. C'est Einstein qui l'a dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc il faut aussi gérer l'émotion et parfois aussi gérer l'événement. Et parfois aussi gérer la communication entre les deux. Et donc, pour revenir sur la distinction entre émotion et sentiment, Oui. Sandra me dit, par exemple, la gratitude est une émotion, mais c'est aussi un sentiment. Est-ce que c'est bien l'intensité qui les distingue? Alors, après, tout ça, c'est des mots. Et c'est vrai que les mots sont des étiquettes que nous mettons sur le spectre émotionnel. Pour comprendre tout ça, si je vous demande combien il y a de couleurs, vous êtes incapable de me répondre. Si on dit, OK, on prend l'arc-en-ciel. Vous savez, le spectre coloré de l'arc-en-ciel, on dit combien il y a de couleurs. Beaucoup de gens disent, il y a 7 couleurs. Et pourquoi il y a 7 couleurs? Parce que c'est une convention. En vérité, si vous regardez vraiment à la loupe les couleurs, il n'y a pas de couleurs. Il y a un continuum.
Et c'est vrai pour les émotions. Simplement, les émotions, on les désigne avec des mots parce qu'on a besoin de mots, et c'est des conventions, c'est des repères. Donc, la gratitude, qu'est-ce que c'est? De mon point de vue, la gratitude, c'est d'abord une émotion. C'est d'abord une émotion. Mais comme l'amour, parce que l'amour, c'est un sentiment, mais on peut très bien, quand on tombe amoureux, c'est une émotion amoureuse, le fait de tomber amoureux. Le coup de foudre, c'est bien une émotion, c'est pas un sentiment. C'est l'émotion qui va enclencher le sentiment. Et ben, c'est pareil pour la gratitude. Il y a des gens, moi j'ai croisé des gens qui vivaient quasiment dans un état de gratitude permanent. C'était des gens qui étaient spirituellement très évolués. Mais c'est parce qu'ils avaient cultivé pendant des années l'émotion de la gratitude. Et c'est devenu un sentiment, comme l'amour. Comme la colère peut devenir de la haine. C'est la même chose, en fait. Les émotions ne sont pas, comment dire, elles sont pas coupées des sentiments. Les deux vont s'alimenter dans les deux sens, soit à la hausse, soit à la baisse. Dans une relation amoureuse, si ça se passe bien avec son conjoint, eh ben, on a plein d'émotions positives et ça va développer, ça va cristalliser le sentiment amoureux. À l'inverse, si on est déçu, si on est trompé, si on est frustré, bah, ça va attaquer, ça va corroder en fait le sentiment, puis peut-être un jour ça va péter. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. L'émotion, c'est l'adaptation à court terme et le sentiment, c'est l'attachement à long terme. Très bien, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, je vous en prie, mesdames, allez-y. Merci beaucoup, comme d'habitude, tu as été parfait. Oui, je voulais juste te dire une chose. Oui. Moi, c'est Electra. Oui. Je voulais dire que c'est très intéressant pour faire le lien avec la culpabilité qu'on a tendance à nous inculquer par la société et qu'on accepte très facilement. Et le fait de comprendre toutes ces notions nous permet de porter un autre regard et Oui. de s'accepter plus, d'enlever cette culpabilité qu'on nous inflige, voilà, je pense. Absolument. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, j'ai animé pendant des années des stages sur la culpabilité. Et donc, ça s'appelait de la culpabilité à la responsabilité. Donc, l'idée, c'était justement de faire le tri parmi toutes les culpabilités qu'on ressent, et on en ressent tous, à moins d'être peut-être des prédateurs, mais ces gens-là, ils n'ont pas d'état d'âme, mais les gens normaux ressentent de la culpabilité. Simplement, je me suis aperçu en faisant travailler les stagiaires que 90% des culpabilités étaient injustifiées. Ça veut dire qu'elles n'avaient pas de base réelle, parce que la culpabilité, c'est une émotion, ou plutôt un état émotionnel, complexe d'ailleurs, mais c'est aussi un jugement. Et le jugement produit l'émotion qui produit le jugement. Encore une fois, ça fait des espèces de boucles. Donc, qu'est-ce que c'est que la culpabilité? C'est l'émotion qui correspond au fait que je me sens responsable du malheur des autres. Voilà. Et quand on regarde ça, c'est-à-dire, est-ce que j'ai produit le malheur, la souffrance, est-ce que j'ai fait du tort à quelqu'un? Déjà, rien qu'en posant cette question-là, allez, 3/4 du temps, la réponse est non, j'y suis pour rien. L'autre, il souffre, ok, mais j'y suis pour rien. Donc, je n'ai pas à me sentir. La culpabilité n'est pas justifiée. Et le deuxième volet, c'est est-ce que je suis réellement responsable de ce qui se passe chez l'autre? Et quand on regarde ça en détail, c'est pareil, on s'aperçoit que la plupart du temps, la réponse est non. Sauf que, effectivement, on a une tendance en nous à la fois à culpabiliser les autres, c'est un outil de manipulation, et on a aussi tendance à se laisser manipuler, à se laisser culpabiliser. Oui, moi, je pensais surtout à la culpabilité envers soi-même. La culpabilité qui nous est inculquée par la société, pas trop celle qu'on met sur le dos des autres. Mais même si on essaie de se raisonner, je pense que la société, de manière générale, le travail encore plus, a tendance à vous rendre coupable de tout. Et quand on arrive à ôter cette culpabilité, eh ben, on découvre notre vraie nature. Oui, bien sûr. Ben, bravo si vous arrivez à le faire. Non, je l'ai déjà intégré. Après, maintenant, il faut le mettre. Ah, c'est déjà bien commencé. Oui. Merci. Bon, bah, écoute, Patrice, à bientôt. Moi, j'avais juste une question. Comment vous travaillez avec les entreprises? Par exemple, vous faites des formations, ou c'est des groupes comment ça se passe pour les personnes qui veulent approfondir? Alors, ça se passe bien déjà. Toujours, avec moi toujours. Après, j'ai plusieurs prestations. Donc, soit je fais des conférences comme ça, des conférences soit visio, soit en présentiel. J'espère que je vais pouvoir redémarrer les conférences en présentiel, c'est mieux. Et puis sinon, je fais beaucoup de formations, pareil, soit en direct, soit en visio. Et donc là, c'est des formations comme n'importe quel formateur, comme n'importe quel organisme. Avec, en général, on me demande est-ce que je peux intervenir sur un sujet, on se met d'accord sur un programme, sur une durée, sur un lieu, sur une modalité, un tarif évidemment. Et puis après, après on prend date. Et après, j'anime la formation qui dure 1 jour, 2 jours ou plus. Et tu as un maximum de personnes quand tu fais des ateliers? Alors oui, pour les formations, quand c'est des vraies formations, moi j'aime bien ne pas dépasser 12 personnes parce que je me suis aperçu qu'au-delà de 12, ça fait automatiquement des sous-groupes
et il y a des déperditions, il y a des tensions, il y a des gens qui décrochent, etc. Bon, après, ça m'est arrivé de faire une série d'ateliers justement sur des demi-journées où il y avait un peu plus de monde. C'était pas la mort non plus, ça se passait bien, la plupart des gens étaient contents. Voilà. Pour moi, la conférence, c'est beaucoup de monde, très peu de temps. C'est-à-dire 1 heure et demie, comme là on a fait, mais ça peut être. Là, il n'y a pas de limite à l'effectif. Par contre, la formation, c'est l'unité, c'est la journée, et en général, c'est des groupes de 12 personnes. Voilà. Maintenant, s'il y a 13 personnes, là, je fais des stages de management où je forme des managers, des patrons d'auto-école au management. Ils sont en général 13 ou 14. Bon, ben, j'arrive à survivre, quoi. Ok, merci. De rien, merci. En tout cas, encore merci. Encore merci, oui. Ça nous aide beaucoup, ça nous apprend beaucoup comme à chaque fois. La confiance en soi, l'ego. Merci à vous. Bonne soirée. Prochain atelier, je ne sais plus, ça doit être la FMAS Lyon le 27, je crois. Et si vous réfléchissiez différemment que des autres, je crois, Monique, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, c'est sur la douance. Oui, c'est ça. Voilà. Allez. Voilà. Et merci beaucoup encore une fois à toutes et merci à Patrice et bonne année à toutes. Au revoir.